Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute pour la 4e ou la 5e fois, j'ai arrêté de compter, avec Jean-Pierre Rizot qui est le président de la FNADEPA. On va parler ensemble, puisque c'est la rentrée, d'actualité politique. On est le 17 septembre, c'est un épisode qu'on va diffuser dimanche, donc on sera autour du 20-21. Voilà, pour parler de l'actualité politique, qu'est-ce qu'on peut attendre, notre fameuse loi grand âge, et puis aussi parler de la mobilisation nationale du 24 septembre, donc pour la 3e fois, le hashtag Les vieux méritent mieux. Euh, Comment on fait avancer les choses pour un accompagnement, on va dire, de meilleure qualité. Ça ne veut pas dire que ça va pas bien, même si c'est compliqué, mais on veut faire mieux. Jean-Pierre, pour commencer, je te propose de te représenter. Merci Arnaud. Oui, c'est effectivement, je suis devenu un peu un récurrent de tes podcasts et je t'en remercie. Donc, Jean-Pierre Rizot, je suis toujours le président de la FNADEPA, qui est vous le savez tous, une fédération qui regroupe 1600 bientôt directrices et directeurs d'établissements de services aux personnes âgées. Et très heureux, encore une fois, de revenir un peu ton fil rouge, Arnaud, et de pouvoir échanger avec toi de manière aussi régulière sur notre secteur, sur le secteur qui nous touche au plus haut point, c'est-à-dire celui qui permet d'accompagner aujourd'hui nos aînés dans les établissements, dans des services et en France entière. C'est bien l'objet. Alors, tu m'encourages à parler de l'actualité politique. C'est vrai que l'actualité politique, elle s'est un peu arrêtée pour nous, finalement, le 8 avril 2024, au moment du vote à l'unanimité, d'ailleurs, je le rappelle, de la loi Bien vieillir, qui, même si on a eu l'occasion de le dire, et je crois que ça n'est pas trahir de secret, n'était pas tout à fait à la hauteur des enjeux de cette réforme-là, mais avait porté quelques mesures, et des mesures utiles, nécessaires, indispensables pour finalement cranter un peu une politique publique plus forte, plus robuste auprès de nos aînés. Et depuis, alors je redis qu'au-delà des articles concernant notamment les animaux, mais pas que, qui ont beaucoup fait parler de Ouais, ce sujet, parce hein, que l'EHPAD. tu vois, cette loi-là, en fait, euh, j'en ai, j'en ai complètement pas conscience. Tu vois, et c'est pour ça que je me dis, mince, en fait, il y a eu un truc et je suis complètement passé à côté. En gros, il y a Ouais. eu tout ce débat autour des animaux, Oui. pour finalement dire qu'en fait, on changera rien parce que c'est une connerie, mais que c'est bien de l'écrire, mais qu'en fait, continuez comme vous pouvez. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un aspect fondamental, c'était celui du vote, d'un vote prévu et inclus dans la loi, d'une loi de programmation pluriannuelle. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui, dans cette loi-là, fondamentalement, ce que nous avions largement apprécié et ce que les parlementaires avaient obtenu de haute lutte, hein, il faut se souvenir des débats parlementaires de l'époque et notamment qui étaient à l'époque pilotés par Annie Vidal, toujours députée, et Laurence Cristol qui ne l'est plus, c'était cette inscription-là du vote d'une loi de programmation. Et on voit, et ça c'est notre grande déception, et le sujet est suffisamment important pour qu'on le regrette vivement, c'est que cette loi de programmation, eh bien, il n'y en a pas eu. Alors pour les événements politiques que l'on connaît, que chacun sait, la dissolution et l'absence de gouvernement aujourd'hui, et l'incapacité manifeste du Premier ministre à pouvoir composer rapidement un gouvernement. Alors, ne pas avoir de gouvernement, c'est tout sauf un épiphénomène aujourd'hui. C'est-à-dire que sur notre sujet à nous, d'une réforme structurelle de l'accompagnement du grand âge, il faut un gouvernement. Il faut des ministres et il faut que l'État soit fort pour proposer des réformes qui coûtent. Tu sais comme moi que lorsque le Parlement propose des réformes aujourd'hui dans ce pays, il ne peut pas proposer de réformes qui coûtent. Hmm. C'est le principe aujourd'hui, et ça veut dire que l'État, un gouvernement dans notre pays, c'est pas inutile. C'est utile pour réformer, structurer et apporter des moyens nouveaux, et notamment par la loi de programmation. Ça veut dire que l'actualité politique, elle s'est arrêtée à ce moment-là, et que depuis, bien, on continue les uns et les autres à dire il faut réformer
nos établissements et nos services. Pas pour réformer nos établissements et nos services, Arnaud, mais pour réformer l'accompagnement de nos aînés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit les besoins, on a bien compris quelles étaient les attentes de nos vieux, et on a bien compris quelles étaient les inadaptations de nos établissements et de nos services. Les services à domicile aujourd'hui ne sont pas en mesure d'accompagner tous. Ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'on voit les difficultés de recrutement et on voit les impacts que ça a sur le fait d'honorer des plans d'aide à pas. Ça veut dire que cette question-là, elle se pose aujourd'hui en termes de prévention de la perte d'autonomie. Ouais, carrément. C'était un sujet dont on avait déjà beaucoup parlé au moment du Covid en disant grosse difficulté de recrutement, il n'y a plus personne pour aller bosser. Oui. Est-ce que, parce que comme vous faites des enquêtes régulières auprès des adhérents pour avoir en fait, le pouls sur le terrain, est-ce qu'on y est encore? Est-ce que ça s'améliore un petit peu ou est-ce qu'on est toujours dans les mêmes schémas? L'en- L'enquête que nous avons faite au mois de mai, qui est la dernière qui est parue, tu sais que chaque Mm. année, autour de la mobilisation des vieux méritent mieux, on fait une enquête et on est en train, les services de la FNADEPA sont en train de décortiquer cette enquête-là et on aura des éléments très, très justes et surtout très actualisés dès la semaine prochaine. Mais sur l'enquête du mois de mai, montrer qu'il y avait une légère amélioration mais encore une carence forte de personnel, à la fois dans les établissements et dans les services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une pénurie de personnel. Au mois de mai, c'était de l'ordre de 4 ETP par EHPAD qu'il manquait à des effectifs dont tu sais, et dont chacun sait, qui sont déjà insuffisants pour accompagner correctement nos aînés aujourd'hui, dans les établissements. Dans les services à domicile, la disposition est un petit peu différente, puisque on est sur juste l'impossibilité grande d'accompagner tous et d'accompagner tous sur le volume d'activité. Tu vois, c'est-à-dire que l'impact, il est un peu différent du manque de personnel. Il ne s'opère pas en tout cas de la même façon. Mais on voit aujourd'hui nos EHPAD, et c'est le sujet majeur aujourd'hui, c'est la pénurie de personnel qui empêche d'accompagner dignement. Il y a aujourd'hui toujours cette crise-là. Et cette crise, elle est venue, évidemment, mais de la même manière que ce qu'on s'était déjà dit ensemble, se court-circuiter avec la crise économique et financière. Nos établissements aujourd'hui, et ça ne s'améliore pas non plus, sont dans une situation financière très difficile. 70% des établissements aujourd'hui sont en déficit. Et parmi ces 70% d'établissements en déficit, 40%, ça c'est l'enquête FNADEPA également, et les premiers éléments qu'on a aujourd'hui, 40% ne disposent pas des réserves suffisantes pour pallier ces déficits. Ça veut dire qu'on voit là concrètement les illustrations de ce que l'on voit poindre depuis quelques années, depuis le Covid, depuis la guerre en Ukraine et l'inflation, depuis le non-financement intégral des mesures salariales, évidemment indispensables, mais aujourd'hui pas assurées. Et puis, on voit des difficultés économiques qui mettent en jeu l'existence même de nos établissements aujourd'hui. Partout sur le territoire national, nos adhérents sont en difficulté financière. Alors, différentes, variables. On voit bien que la question des CNR, par exemple des crédits non renouvelables attribués par certaines ARS sur certains territoires à certains moments, atténue cette difficulté. Mais on ne peut pas fonctionner aujourd'hui avec uniquement des CNR qui sont incertains, dont on ne connaît pas la hauteur et qui ne sont au fond, une bouée d'oxygène, mais pas plus. C'est du palliatif. C'est voilà, en attendant pour repousser un peu plus tard l'échéance. Ouais. Absolument. Ça veut dire que l'actualité politique aujourd'hui, et c'est pour ça que la situation de notre pays, j'ai envie de dire, la grande politique est quelque chose qui a une influence sur nos établissements et nos services. Parce Mm. que l'urgence aujourd'hui, c'est bien de modifier profondément à court terme et à long terme les politiques publiques du grand âge. C'est bien à la fois de sauver les établissements et les services aujourd'hui, et je dis sauver parce que ils sont en danger de mort, hein. La mobilisation, mais nous y viendrons tout à l'heure du 24 septembre, montre à quel point le danger est imminent et à quel point c'est un danger de mort. Et ça veut dire qu'il faut sauver les établissements et les services aujourd'hui et que l'État doit prendre ses responsabilités. Quand je dis l'État, c'est l'État et les conseils départementaux. Il y a là un enjeu fort en termes de gouvernance, peut-être qu'on en dira trois mots tout à l'heure si tu le veux. Et puis, il faut à long terme permettre aux établissements et services de se transformer durablement pour accompagner correctement nos aînés d'aujourd'hui et ceux de demain. Ouais. Euh,
On en discutait déjà avant la Covid, où on se disait qu'il fallait investir pour améliorer. Et parce que tu dis en danger de mort, mais concrètement, un établissement, techniquement, ça peut pas mourir. Ça veut dire que s'il y a plus de sous, il y a plus rien, ça va plus. Il va falloir perfuser. Et en fait, ça va coûter encore plus cher. Et c'est ça qui est assez terrible. C'est comme on n'investit pas pour que ça marche bien, on risque après d'avoir des établissements qui fonctionnent plus, mais qu'on doit maintenir à marche forcée et du coup dans des conditions qui seront déplorables à la fois pour les résidents, pour les équipes, Mhm. enfin et puis pour tout le monde à la fin. Tu as raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien à quel point le choix, il se fait au fond, et il semble assez évident ce choix-là. C'est-à-dire qu'on est soit dans cette idée, euh, au fond, d'accompagner durablement les établissements et les services, soit de faire de la coût, du cas par cas, et au fond d'avoir une politique qui soit une politique uniquement de réajustement. Pourquoi il faut avoir une politique robuste et forte et une politique structurelle? C'est parce que aujourd'hui, le choc démographique et le mur démographique, personne ne peut dire qu'il ne va pas se produire. On y est. On sait qu'en 2030, c'est-à-dire après-demain, il y aura plus de Français de plus de 65 ans que de Français de moins de 15 ans. Qu'il y aura de plus en plus de Français très âgés, qu'il va falloir accompagner à la fois sur des dimensions sociales et sur des dimensions soins. Personne ne niera ça et personne ne peut le nier. C'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui, et que, en plus de dernier élément, je crois, de contexte, c'est que personne ne peut nier la nécessité absolue d'avoir des EHPAD dans notre pays. Imaginez que le virage domiciliaire se produise en désinstitutionnalisant notre pays, c'est une énorme erreur. Et personne ne le pense. Tout le monde dit Non. aujourd'hui qu'il va falloir des EHPAD, peut-être même plus de lits en EHPAD et plus de places en EHPAD demain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais il faut que les établissements, effectivement, puissent continuer à vivre. Tu sais, un établissement aujourd'hui qui a des grandes difficultés, eh bien, le danger, et c'est un danger majeur, c'est pas de fermeture, c'est un danger de regroupement, c'est un danger de gigantisme, c'est un danger de perte de diversité des acteurs. Et à la FNADEPA, nous sommes convaincus qu'il faut des EHPAD aujourd'hui, localement implantés sur des territoires, qui répondent à des besoins. Nous, on pense que les EHPAD de bonne taille et les EHPAD bien structurés, c'est ceux qui répondent à un besoin. Aujourd'hui, un EHPAD de 35 ou de 40 places dans les Cévennes ou en Lozère ou dans des départements très ruraux, c'est légitime et il faut que ça vive. Toute la plupart du temps, ce sont des établissements qui peuvent vivre. Donc, l'enjeu aujourd'hui d'une politique structurante, c'est bien effectivement d'accompagner les établissements pour qu'ils survivent. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas de mutualiser un certain nombre de fonctions, ça ne veut pas dire qu'il ne s'agit pas de réfléchir globalement sur les territoires, mais ça veut dire qu'il faut permettre à chaque établissement de vivre correctement au regard des enjeux. Oui. Et Puis aujourd'hui, c'est des moyens. et des moyens. Ça veut dire des moyens, Arnaud. Et ça veut dire, tu as raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, parfois, il y a une vision un peu tronquée de la question du médico-social. Alors, on parle des établissements et des services pour les personnes âgées, mais ça n'est pas qu'un coût, les établissements et services pour les personnes âgées. C'est aussi des bénéfices, ça crée des emplois, ça fabrique un tissu économique fort, non délocalisable. On voit bien que, on a besoin aujourd'hui de redire que le coût du médico-social, ça n'est pas qu'un coût. Le médico-social aussi, ça rapporte le médico-social. Et personne ne peut nier ces évidences-là. Donc, nous, l'enjeu politique, c'est de continuer à dire la dimension de l'urgence, elle est clairement aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y ait des acteurs demain sur l'ensemble des territoires qui répondent aux besoins. Et ça, tu l'as compris, c'est faire en sorte que ce ne soit pas que des fonds d'urgence ou des CNR, mais quand même des fonds d'urgence et des CNR. L'année dernière, l'État avait débloqué 100 millions de fonds d'urgence. C'était évidemment totalement insuffisant. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on ne voit pas arriver ces 100 millions. Et nous, on dit, nous, FNADEPA et nous, les fédérations réunies, regroupées, on dit il faut un fonds d'urgence maintenant à la hauteur des enjeux. Probablement plus à 1,5 milliard qu'à 100 millions. Hmm. C'est la responsabilité de l'État et des politiques de choisir ces options-là. Et il faut, là aussi on le dit, à plus moyen terme et à long terme, prendre des décisions, choisir des options. Les gouvernants sont faits pour choisir, pour décider. Aujourd'hui, ce n'est pas à nous de décider. En revanche, qu'on ne nous dise pas, on va refaire une concertation parce que ça a été dit et que tout est dit. Tout est dit, tout est construit. Simplement, il faut choisir. Il faut choisir comment on finance
les 12 milliards prévus par le rapport Libaud et qui étaient 10 et qui sont maintenant peut-être 12 ou 13, choisir. Choisir les modalités. Évidemment, on dit et on le redit, il faut un socle fort de solidarité nationale. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'autres moyens de financer. Il faut choisir qui sera le pilote de nos établissements et services entre l'État, via les ARS, et les conseils départementaux. À ne pas choisir aujourd'hui, on met tout le monde en difficulté. Et quand je dis tout le monde, ce n'est pas que nous, directrices et directeurs, mais c'est les personnes elles-mêmes. C'est parce que n'oublions jamais, Arnaud, et tu le sais mieux que moi, qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont accompagnées, qui sont aidées, qui vivent dans des états d'âme de domicile, quel que soit le domicile, et c'est ces personnes-là qu'on accompagne. Et c'est vers eux que l'État doit prendre ses responsabilités. Parce que c'est un enjeu sociétal aujourd'hui. Non, c'est clair. Tu vois, j'ai fait un. Parce que au moment de prendre des décisions, tu vois, j'ai fait un podcast au mois de juin avec Florian Roger, qui est directeur d'un EHPAD en Île-de-France, tout ça. Et lui, son concept, c'est de dire que si on met des moyens, et notamment sur le soin, avec du temps de médecin dans un désert médical, mais maintenant, la France, c'est un peu un désert médical quand même, tu vois, à part quelques zones très précises où, voilà. Et puis après, est-ce que tu considères que quand tu as ton rendez-vous sous 15 jours, c'est satisfaisant? Enfin bref. Mais du coup, le fait, alors après, il y a toutes les questions derrière, hein, stratégiques et de programmation aussi, de formation, c'est très très compliqué. Mais que en fait, donner des moyens aux EHPAD pour faire de la prévention du soin primaire, ça faisait des économies de dingue parce que tu évites la saturation des urgences en gros. Parce que du coup, l'EHPAD n'envoie plus jamais personne aux urgences puisque le médecin il est là, il gère, voire il évite le problème et à la fin en fait, on gagne de l'argent. Bien sûr. Mais cette démonstration, j'avais écouté effectivement vos échanges avec ce directeur, mais cette démonstration que tu viens de faire, Arnaud, elle est parfaitement juste. C'est-à-dire que personne aujourd'hui ne parle des coûts qui sont évités grâce au médico-social. Mais probablement que malheureusement, nos établissements et nos services ne sont pas aujourd'hui intégrés dans une politique de prévention suffisamment forte et robuste. C'est une des limites aussi des politiques publiques dans notre pays, c'est que on est beaucoup plus enclin à du curatif qu'à du préventif aujourd'hui. Ouais. Et probablement que les enjeux aujourd'hui autour de la branche, de la cinquième branche de l'autonomie, c'est aussi des enjeux de regroupement des financements. C'est aussi des enjeux de regroupement entre le préventif et le curatif. Et qu'aujourd'hui, moi, et tu as raison de le dire, considérer un EHPAD comme un lieu de prévention, je pense que c'est légitime. Mais ça veut dire évidemment repenser l'EHPAD. Ça veut dire aussi, à côté de la dimension soins dans l'EHPAD, garder une dimension lien social, une dimension vie sociale, une dimension lieu de vie forte. Et ça, c'est aussi un enjeu très fort pour la FNADEPA et pour nous tous. C'est-à-dire de considérer que l'EHPAD, c'est avant tout un lieu de vie. Bien sûr qu'il faut du soin, évidemment, mais on ne peut faire de la prévention que lorsqu'on est aussi dans une dimension citoyenneté, vie sociale. Et c'est tout ça, aujourd'hui, qu'on continue à porter. Ce n'est pas nouveau, ce débat, cet échange, on l'a depuis fort longtemps, depuis 40 toi et moi. Mais on voit bien à quel point, malheureusement, on continue de l'avoir. Ça veut bien dire que nos constats, je ne sais pas s'ils sont justes, mais moi je pense qu'ils le sont, n'ont pas encore trouvé de réponse adaptée et suffisante aujourd'hui. Non, c'est clair. Alors, là-dessus, j'ai deux questions. Oui. Tu peux choisir dans quel ordre. Un, c'est pourquoi au niveau société, tout le monde s'en fout. Et deux, est-ce qu'on n'a pas aussi un problème? Parce qu'on sait qu'un EHPAD où on a un turnover, un changement de professionnel régulier, le directeur d'AFLOPA, c'est pareil, hein. Ça peut pas bien marcher. En tout cas, c'est très difficile. Est-ce que le turnover au niveau gouvernement sur la notion gouvernement, mais aussi sur santé, c'est pas, est-ce qu'on n'a pas un gros problème en défense, comme on dit? Ah, tu as raison. Non, je crois que moi, écoute, ça fait 6 ans et demi, bientôt 7 ans que je suis président de la FNADEPA. Je crois que j'ai connu 6 ministres. Comment Ouais. est-ce qu'on peut aujourd'hui construire une politique robuste avec une vision euh, un peu structurée en changeant de ministre tous les ans? Enfin, à un moment, il y a du sens aussi à l'action politique et cette fluctuation, ces variations ne sont pas de nature à nous aider à fabriquer des politiques publiques robustes. Ça, c'est un premier élément. Donc, j'ai répondu à ta deuxième question en premier. Et tu as raison de dire, et moi je crois qu'il faut
si on peut avoir quelques vœux, quelques souhaits, évidemment, espérer que dans le nouveau gouvernement, il y aura un ministre de plein exercice sur ces questions-là d'autonomie de manière générale. PAPH, ça nous va bien d'avoir des ministres de plein exercice sur ces questions-là, et j'espère que ça sera le cas. Et un ministre qui restera un peu et le plus longtemps possible, ce serait pas mal, même si évidemment la stabilité politique de notre pays aujourd'hui n'est quand même pas garantie. Le deuxième sujet, pourquoi tout le monde s'en fout, c'est que je crois fondamentalement que la question de la vieillesse dans ce pays n'est pas traitée comme une priorité nationale. C'est C'est un clair. sujet fort. Et il ne s'agit pas, encore une fois, moi je ne suis pas de ceux qui opposent les jeunes et les vieux, ce n'est pas le sujet. Mais je crois vraiment que la dimension euh, grand âge, vieillissement et la dimension aujourd'hui, ce qu'apportent nos vieux à la société, de manière générale. Et dans les vieux, il y a évidemment plein de vieux différents. Le vieux qui a 65 ans, ce n'est pas celui qui en a 95. Mais pour le coup, cette question-là du vieillissement et de la vieillesse, elle est une dimension sociétale. Et il y a sans doute une carence, et on le voit. Depuis maintenant une quinzaine d'années, on nous promet toujours cette grande loi. Et elle a toujours été supplantée finalement par une autre priorité. Le Covid, la guerre en Ukraine évidemment, donc toutes ces questions-là, les gilets jaunes, tout ce qu'on peut imaginer, que nous, professionnels, mais pas que professionnels, nous citoyens, on considère comme étant une priorité, eh bien, ça passe toujours après. Moi, je crois qu'il y a, je suis pas sûr que notre société soit discriminante. Je suis pas sûr qu'il y ait une discrimination liée à l'âge et que les jeunes n'aiment pas les vieux. Moi, je crois le contraire. Mais je crois simplement qu'à un moment, on ne sait peut-être pas porter suffisamment collectivement cette parole de l'apport de nos vieux et de notre vieillesse aujourd'hui. Elle est économique, elle est autour du bénévolat. Tu sais, la vie associative dans notre pays, elle est riche parce qu'il y a des gens qui ont soit entre 65 et 85, 90, 95 ans qui continuent à militer. On voit bien aujourd'hui qui sont les bénévoles, les catégories de bénévoles qui font vivre nos associations. On le sait. Et ça veut dire que on voit bien aujourd'hui en quoi la place de nos aînés est essentielle. Peut-être qu'on ne sait pas assez le porter. En tout cas, ce que nous croyons, ce que je crois, c'est que ça ne peut pas être une affaire de professionnels. Lorsque des fédérations, même nombreuses, et on va parler du 24 septembre ensuite, lorsque des fédérations, même nombreuses, se regroupent, elles sont fortes, elles sont évidemment plus puissantes, mais elles ne sont pas assez puissantes pour emporter tout un pan de la société. Et l'enjeu aujourd'hui de nos mobilisations, de celle du 24 septembre, le Vieux mérite mieux, mais des autres, de celles qui viendront après, c'est d'amener avec nous l'ensemble de la société pour faire que, de manière irrémédiable et incontournable, cette réforme-là, ces moyens-là, soient alloués à nos établissements et à nos services. Pas pour nos établissements et nos services, pas pour nous, directrices et directeurs. On ne défend pas du corporatisme chez nous. On défend juste l'accompagnement de nos aînés. Comment est-ce que nos vieux sont accompagnés dans nos établissements et services? Est-ce que oui ou non, ils ont le choix de leur lieu de vie? Est-ce que oui ou non, ils ont le choix de leur accompagnement? Est-ce que oui ou non, ce qu'on leur propose correspond à ce qu'ils méritent? C'est pour ça que les vieux méritent mieux. C'est juste un retour au fond de ce que la société doit apporter et à nos concitoyens, tous, des jeunes, des vieux. Et comment est-ce que les pouvoirs publics, l'État et l'ensemble des collectivités locales prend en charge cette question-là et la traite. C'est tout ça, en fait, l'enjeu aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que moi, je crois que, encore, je te dis, je ne crois pas que notre société soit fondamentalement agiste. Je ne le crois pas. Je ne crois pas qu'on soit dans une opposition vieux contre jeunes. Je crois simplement qu'on n'est pas aujourd'hui en capacité, tous, collectivement, de porter un message qui, irrémédiablement, fasse que cette loi-là et cette priorité politique soient mises en haut du tapis, en haut du panier. Je le redis, c'est 12 milliards d'euros. Certes, c'est de l'argent. Bien sûr que la situation des finances publiques, elle n'est pas aujourd'hui très favorable. Mais on voit bien que gouverner, c'est choisir. Gouverner, c'est choisir des priorités. Et nous, on pense tous collectivement, et tu fais partie de ceci, que la priorité de grand âge, c'est aujourd'hui une priorité sociétale. C'est clair. Quand tu dis
bien vieillir, tout ça. La notion du domicile, c'est quand même assez catastrophique. On sait que tout le monde veut rester chez soi et c'est normal. Si on a personne qui peut venir donner un coup de main parce qu'en fait, on n'arrive plus à recruter, parce que c'est pas attractif, parce que c'est trop mal payé, parce que les heures sont pas assez valorisées, Mhm. Mhm. ben on va dans le mur et on sait que le mur, non seulement il s'approche, mais en plus il grandit. Donc ça Ouais. va faire mal. Et pourtant, on fait rien. Alors après, tu vois, moi, je pense aussi que la problématique des EHPAD et de l'aide à domicile, c'est un monde qui est un peu caché, où tant que t'es pas concerné, tu connais pas, et où t'as pas forcément envie d'aller voir parce que c'est pas forcément très fun. Mhm. Et c'est ça aussi qui fait que les gens, bah, en fait, ils savent pas. Tu vois, quand on voit les scandales, les reportages, EHPAD et tout, Mhm. en fait, il y a beaucoup de ressentiment, mais parce que les gens ont l'impression de découvrir et se font une idée qui est assez fausse. Ils voient comme si c'est tout était catastrophique, mais alors que non. Et après, du coup, ça amène la question de la communication. Comment on explique ce que c'est, les besoins, montrer aussi les opportunités qu'il y a derrière. Tu vois, c'est tout con, mais l'EHPAD qui peut s'ouvrir, qui peut rendre des services sur un quartier ou dans un village, qui peut être le dernier peut-être lieu public un peu ouvert où on peut se rassembler, parce que de toute façon, les écoles, elles ont déjà fermé, elles sont parties. Mhm. Euh, voilà, comment on fait ça? Je pense que la mobilisation, bah, c'est super important. Euh, et comment on emmène, en fait, après plus de monde, comment on communique plus, enfin, Tu sais, c'est tout c'est tout le pari que l'on fait avec les vieux méritent mieux à la FNADEPA et que l'on fait depuis la troisième édition, depuis 2 ans. Le pari aujourd'hui que l'on a avec cette mobilisation, c'est de se dire ne restons pas juste entre professionnels pour expliquer que finalement on veut des sous, des sous, des sous. C'est pas ça le sujet. Le sujet de cette mobilisation, c'est de mobiliser, et tu l'as dit, à la fois les résidents eux-mêmes, c'est-à-dire ceux pour qui aujourd'hui on est présent, ceux pour qui on travaille, ceux pour qui on s'engage, et leur donner la parole et pour qu'ils disent de quoi ils ont besoin. Cette mobilisation, elle est d'abord une mobilisation des vieux, de ceux que nous accompagnons à domicile et en établissement, et de ceux à qui nous donnons la parole aujourd'hui pour leur dire, voilà, mais qu'est-ce que vraiment serait bien pour vous? Vous habitez dans l'établissement, vous habitez en EHPAD. C'est quoi? De quoi vous auriez besoin? Et dans nos établissements aujourd'hui, dans l'ensemble de ceux qui, dans la FNADEPA et dans les autres fédérations, on va y venir, participent à ce mouvement de fond, c'est ça le point. Le point de départ, c'est celui-ci. De quoi vous avez besoin et de quoi vous méritez. Ensuite, au-delà des personnes elles-mêmes, c'est leur famille, c'est les professionnels qui accompagnent ces personnes, et ce sont évidemment l'ensemble de celles et ceux qui, dans la cité, sont intéressés au sujet. On a voulu une mobilisation très large et on a voulu faire venir dans les établissements et dans les services tous ces acteurs-là, pour que ces acteurs-là portent d'une voix commune les améliorations nécessaires, mais aussi ce qui va bien. Tu as raison, Arnaud. Il y a dans les équipes des gens formidables, extrêmement dévoués. Il y a des directeurs qui sont convaincus de ce qu'ils font, qui sont fondamentalement nés pour faire ces métiers-là, des professionnels de la même manière. Il y a des familles aujourd'hui qui collaborent, qui fabriquent des réflexions communes. Il y a des personnes qui sont citoyens. Aujourd'hui, dans les EHPAD, il y a des citoyens qui savent ce qu'ils veulent et qui, aujourd'hui, ont la capacité de l'exprimer. Et de plus en plus, on aura des citoyens qui auront la capacité d'exprimer. Dans les EHPAD, dans les gastronomies et dans les services à domicile. Pas parce que je suis accompagné que je ne suis pas capable de savoir de quoi j'ai besoin et ce que je veux. Et donc, cette mobilisation qui est de la troisième édition cette année, on la fabrique dans les établissements et dans les services. C'est cette idée que le 24 septembre, entre 15h et 16h30, on construit tous ensemble une tranche de vie. Ça peut n'être que un temps d'échange et de discussion. Ça peut n'être qu'un regroupement dans une vie normale, dans un temps normal, dont on fait une communication forte sur les réseaux sociaux, dont on fabrique une communication forte avec la presse quotidienne régionale, dont on fabrique une communication tous azimuts dans la vie de la cité. C'est ça la mobilisation du 24 septembre. C'était déjà ça les années précédentes. On avait un format qui était un peu différent, mais cette année, on a voulu ce format de la réalité locale. Moi, dans mon établissement, dans mon service, eh bien, je donne la parole à chacun et j'organise des temps d'échange, de débat. De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je veux faire? Des temps d'échange entre eux, encore une fois, à la fois des résidents, des familles, des professionnels
et le maire de la commune, le conseiller départemental du canton ou le député de la circonscription. C'est ça, les vieux mérites mieux. C'est pas une, je le redis, ça, cette dimension-là de participation globale. Et cette année, pour la première année, parce qu'on y a travaillé, qu'on a cette dynamique-là, et que, évidemment, ce que la FNADEPA dit, l'ensemble des fédérations du secteur, l'ensemble des organisations qui parlent de grand âge ont les mêmes constats, je l'imagine bien. Et voir aujourd'hui que nous sommes 18 organisations, 18 organisations qui représentent à la fois des personnes elles-mêmes, la FNAPAF, les petits frères des pauvres, d'avoir des organisations qui aujourd'hui représentent des gestionnaires, la FHF, la FEAP, Nexen, ADEPA, ADEDOM, je vais essayer de ne pas en oublier trop, le SINERPA, d'avoir, tu vois, la FNAP CSF, donc sur le domicile, d'avoir des organisations qui représentent des gestionnaires, qui ne sont pas des fédérations, le GEPSO, l'UNACI, la FESP, la FEAP, je l'ai cité, d'avoir l'UNCAS, je parlais tout à l'heure de l'UNCAS, nous parlions en amont de l'UNCAS, d'avoir la FNACPA, d'avoir l'ADEPA, et d'être tous réunis, et le PAH, pardon, d'être à 18 sur cette mobilisation-là, et d'appeler d'une même voix à ce que la parole de l'ensemble de nos concitoyens soit entendue. C'est un beau succès. C'est un succès en tous les cas, et c'est une mobilisation qui a eu existé sans doute par le passé, mais que a vocation à se... Et l'UNIOPS, j'avais oublié l'UNIOPS, pardon. Le président Goldberg m'en aurait voulu. Arriver à faire cette mobilisation-là, à construire ces conditions-là, je pense que c'est le début de quelque chose de plus vaste. Nous, on a vocation, Arnaud, tu l'as compris, avec notre mouvement, celui qu'on a initié il y a 2 ans maintenant, à continuer à agglomérer les forces communes, à continuer à fabriquer ensemble les conditions d'une vraie prise en considération de ce que l'on dit. Quand je dis on, ce n'est pas moi, ce n'est pas Guillaume Marzocchi, le directeur de la FNADEPA, ce n'est pas l'ensemble de ces organisations, c'est ceux pour qui nous sommes là, c'est celles et ceux pour qui nous travaillons, celles et ceux pour qui nous nous engageons, pour que effectivement demain, cette priorité-là soit entendue par les pouvoirs publics, par l'État, par le nouveau gouvernement. C'est bien à eux qu'on s'adresse. Ils ne savent pas encore qu'ils sont ministres, qu'ils vont être ministres, mais nous, on les appelle déjà avant même qu'ils sachent qu'ils seront ministres. Et l'enjeu, c'est bien ça. Tu vois, l'enjeu de cette mobilisation, il est là. Et évidemment, parce qu'il faut aussi acter et cranter ces questions-là, eh bien, nous aurons une conférence de presse le 24 septembre au matin, l'ensemble de ces organisations participantes, et nous aurons, j'espère, beaucoup de journalistes à Paris qui relayeront, comme le feront les journalistes de la presse quotidienne régionale, ces événements-là. C'est ça la mobilisation des vieux mérites mieux. C'est une mobilisation qui naît aujourd'hui d'une idée qui est celle que cet enjeu-là, il est sociétal. Voilà. Et la question de la vieillesse, ça n'est pas une question que de spécialistes, c'est un enjeu de société et nous devons appeler l'ensemble des acteurs de notre société, l'ensemble de nos concitoyens, à s'y engager très fermement. Et évidemment, le succès de cette mobilisation, il appartiendra à tous les adhérents de ces 18 organisations, je le redis, la FHF, en passe jusqu'au SINERPA, en passant par l'ensemble de ces acteurs-là. Et je redis la force aussi de la présence de la FNAPAF et des petits frères des pauvres, parce que c'est important de donner la parole à ceux qui, effectivement, sont aujourd'hui concernés. Et cette mobilisation, elle passera uniquement par la mobilisation forte sur le terrain. Plus nous serons nombreux le 24 septembre à se mobiliser, et plus on aura de poids pour dire, regardez, ce n'est pas seulement la question des professionnels, mais c'est la question de toute la société, et la société aujourd'hui veut des réponses claires, parce que nous pensons, et là encore, malgré l'engagement fort des équipes, malgré la conviction forte de l'ensemble des acteurs de ce secteur, que ça ne suffit pas. Et moi, je redis que je suis dans une logique où je ne crois pas que notre société déteste les vieux. Je ne crois pas que les jeunes détestent les vieux. Au contraire, je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin simplement de partir sur des logiques, de prise en considération et de choix politiques, évidemment. Non, c'est clair, en fait, c'est une prise de conscience et après, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement et passer enfin ces questions-là sur des sujets prioritaires.
Moi, je te rejoins aussi sur le fait d'impliquer aussi les personnes, les familles, mais les équipes. J'avais vu l'année dernière, il y avait énormément de témoignages et de vidéos et je trouvais que c'était vraiment saisissant, à la fois les professionnels qui expliquent à la fois la passion de leur métier, mais en même temps l'épuisement qui va avec, et puis aussi des personnes âgées, voilà, des résidents d'EHPAD qui expliquent, et c'est presque une de leurs préoccupations, c'est de dire, mais en fait, on voit les équipes qui s'épuisent. Mhm. Et du coup, on s'inquiète, on est un peu embêté, on n'ose pas trop leur demander machin et tout, parce qu'on voit que ils courent dans tous les sens, ils font ce qu'ils peuvent. Et je trouve que c'est bien aussi que ça vienne, tu vois, que ce soit pas juste les directions ou des fédérations et tout ça, mais que ça vienne vraiment du terrain. Je pense que c'est un message du coup qui sera plus fort. Bien sûr. Mais tu sais, dans la préparation de cette mobilisation, nous avons des adhérents qui travaillent ça depuis 3 mois. C'est-à-dire Ouais. que la préparation de la mobilisation, ça s'est, dans certains cas, illustré de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a des résidents qui ont, avec leurs animateurs, leurs animatrices, qui ont réfléchi à ces questions-là et qui ont posé. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ben, j'habite dans cet établissement, ça c'est génial, ça c'est super, ça c'est génial, mais punaise, s'il y avait une ou deux professionnels de plus tous les matins, ben, je ferais ça. Je ferais ça. Je ferais plus ça. Ou j'aurais plus de temps pour faire ça. Et ça, ces illustrations-là, elles sont ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est bien la parole à tous. C'est pas une affaire uniquement de fédération de directeurs. C'est oui, j'aimerais bien qu'on ait un peu plus de temps. J'aimerais bien les familles le disent, les professionnels le disent. Et c'est ça qu'on entend. Et c'est ça qui doit être finalement la caisse de résonance un petit peu de cette mobilisation-là. Encore une fois, je le redis, il n'y a pas de communautarisme là, Arnaud, tu le comprends. C'est vraiment une dimension beaucoup plus large avec une dimension sociétale qui n'empêche pas, là encore, et la mobilisation, elle vise aussi à interpeller au-delà de cette dimension sociétale et de la place de nos aînés dans la société et la façon dont on les traite. Ça vise aussi à dire, attention, si l'État ne fait rien demain, si le gouvernement ne fait rien demain, on a des établissements qui vont, et des services qui vont être en immense difficulté et qui pourraient disparaître, ou être récupérés, ou être repris, ou être je ne sais pas quoi. Mais il y a aujourd'hui ces enjeux-là qui sont des enjeux forts aussi en termes de gestionnaire. On ne peut pas imaginer accompagner bien nos aînés s'il n'y a plus d'établissements et de services pour les accompagner. Non, Donc, c'est c'est clair. bien ces deux sujets-là. Mais pour le coup, vraiment, ce que l'on recherche, c'est la participation de tous. Et je le redis, mais euh, cette mobilisation-là, elle est une mobilisation d'abord de terrain. Et plus on en fera, encore une fois, une forte communication, et je te remercie de me permettre, au nom évidemment, de la FNADEPA, mais aussi de nos 17 alliés sur la mobilisation, de le redire, parce que avec ce podcast, tu vas contribuer à la réussite de cette journée et à la suite des opérations. Il n'est pas impossible qu'on ait l'occasion de se reparler de ça ou du reste dans les mois qui viennent, et en espérant en effet que ça aura pu, modestement, contribuer à une prise de conscience de nos élites, parce qu'il y a besoin maintenant d'une large coalition pour faire entendre la voix de toutes celles et ceux qui, malheureusement pour l'instant, ne sont pas entendus suffisamment. Très bien. Eh ben, merci à toi, Jean-Pierre, pour toutes ces précisions, pour l'éclairage sur l'actualité et puis sur cette belle mobilisation et c'est vrai que c'est top d'avoir regroupé tout le monde aussi. Et ça, Oui. c'est vraiment super que tout le monde soit euh, présent. Mm. Merci, Jean-Pierre, et puis à bientôt. À très bientôt, Et Arnaud. bonne Merci à toi. mobilisation. Merci, Arnaud. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.